Et donc, c'est par ce biais-là que je suis entrée j'ai creusé le sujet de la RGPD parce que, en faisant un marketing digital, on ne peut pas échapper à la gestion de la donnée. C'est un petit peu l'essence même de travail de marketing digital. Donc, voilà, je ne pouvais pas m'y échapper. Donc, pour ce soir, j'ai dû faire des choix. J'ai 40 minutes. Je vais essayer de le tenir. C'est super dur, on parle du juridique. Alors, déjà, le juridique à la base, c'est pas sexy. Moi, j'aime bien faire des interactions, mais là, je pense qu'on n'aura pas trop le temps. Donc, les questions, ce sera plutôt après. Et dans les autres choix, enfin, après, si vous avez une question, vous ne comprenez pas, il faut bien sûr poser la question, n'hésitez pas. Et d'autres choix que j'ai faits, c'est, je ne pourrais pas rentrer donc, dans les détails, donc je vise plus des TPE, PME, enfin des petites sociétés et pas des entreprises de plus de 250 salariés dans le déroulement de la démarche et aussi avec un accent plus fort sur la partie digitale, Internet, que toutes les autres parties que je vais quand même aborder, mais que je ne vais pas autant expliciter. Donc, bon, qui a eu ce sentiment ces derniers temps, surtout courant mois de mai avant le 25 mai, un petit peu avec les mails dans ce mailing box. Est-ce que vous confirmez toujours que vous êtes intéressé par newsletter? Vous savez comment vous allez nous manquer, etc. Bref. Tout cela, c'était donc dans un souci de requalification des bases de données existantes, puisque la RGPD est rétroactive. Donc, toutes les données personnelles que vous avez pu collecter préalablement sont concernées. Un de mes objectifs pour ce soir, c'est que vous puissiez repartir avec deux choses, avec une compréhension de l'esprit et des grands principes, et un petit plan d'action pour vous, par où je commence, qu'est-ce que je dois mettre en place, avec le pragmatisme qui est absolument nécessaire pour ne pas se suicider directement. Comme ça, le temps est donné. Voilà. Voilà. Donc, pour l'esprit ou l'idée de l'Europe en essayant de harmoniser la réglementation sur la protection des données personnelles, c'était de rendre l'individu propriétaire de ces données pour qu'il puisse en disposer librement, voire les prêter, voire les vendre dans un deuxième temps quand il y aura maturité sur le marché. C'est vraiment de même façon que vous disposez de vos autres biens, vos données personnelles vous appartiennent en tant que consommateur. Donc, il y a les deux facettes de cette RGPD. Il y a la facette consommateur qui nous protège et on va normalement en bénéficier tous. Et puis, le côté contraignant pour les entreprises que cela entraîne. Moi, je dirais dans un premier temps, parce que tout comme pas mal d'autres experts, une fois qu'on a eu le premier choc et qu'on l'a digéré, après, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'opportunités derrière cette RGPD. Quand on voit des chiffres comme ça, 55% des consommateurs ont renoncé à des achats parce qu'ils étaient inquiètes pour leurs données personnelles, de façon comme ça peut être traité ou fuité, etc. Bon, ça fait réfléchir aussi comme chiffre. Et donc, pour commencer, je me suis dit, bon, je n'ai pas le temps de faire un carout tout sexy, mais tout glamour, mais juste dans cette petite liste que vous voyez, au hasard, quelles sont pour vous les données qui ne sont pas considérées par la RGPD comme des données personnelles? Contact. Vous pouvez crier. Enregistrement vocal? Ça, si. Enregistrement vocal, c'est une donnée personnelle. Contact, Gaminon. Ça, c'est pas donc c'est bon. Donc, c'est pas une donnée personnelle. Téléphone du standard. Et ce téléphone du standard, c'est pas une donnée personnelle. Et c'est tout. D'accord? Dans cette liste, les seules deux données qui ne sont pas des données personnelles selon cette législation sont le standard et le contact. Pourquoi? Parce que, en gros, il y a deux mots qu'il faut pour mémoriser pour la définition de données personnelles. C'est une personne devient identifiée ou identifiable à partir de la donnée. À partir du moment où la personne est identifiable, c'est considéré comme une donnée personnelle. Donc là, il y a la petite liste derrière, donc identifiant, nom, numéro d'identification, données de localisation, identifiant en ligne, enfin la liste est super longue, les badges d'entrée, enfin géolocalisation, vraiment plein de choses dedans. C'est vraiment, même, je dirais, voilà, il faut l'identifiable, ça peut être identifiable à partir d'un croisement de données.
Donc, si vous avez, comme sur cet exemple, juste des données sur le fait que ce soit quelqu'un qui est de sexe masculin, qui a 19 ans, qui habite à Niort, à telle adresse, qui va dans tel lycée, le jazz, on ne connaît pas son nom. Donc, en principe, voilà. Mais si, parce qu'on peut recouper ces données et clairement identifier la personne. Donc, si vous avez une base de données, même s'il n'y a pas le nom, mais vous avez ce genre de données, eh ben, ça va être considéré comme des données personnelles. Aussi, la CNIL considère qu'une base de données, et à partir de 3 lignes, est une base de données. Donc, voilà, si vous avez un fichier client, vous avez une liste de prospects, etc., il considère qu'à partir de la 3e ligne, vous avez une base de données, une liste de prospects et de clients. Alors, donc ça, c'est pour la partie données personnelles de base, on va dire, mais il faut une distinction entre des données personnelles donc standards, ce qu'on a évoqué là, et les données sensibles, qui, eux, vont avoir des règles encore plus strictes que je vais expliquer moins dans les détails. Je vais tout de suite... Ah ben, ça s'affiche pas super bien, je suis désolée. Donc, la première, c'est tout ce qui est des données raciales, éthiques, appartenance syndicale, opinion politique, religieuse, etc. Donc, tout ce qui touche là-dessus, vous avez des salariés, vous avez des clients, etc. Ben, vous éviterez de collecter ça, enfin, vous vous poserez vraiment la question avant de le collecter. Alors, santé, ils sont déjà super réglementés là-dessus. Donc, quand je parlais avec des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé, ils me disaient, bah, globalement, nous, ça ne change pas tellement de choses parce que c'est tellement sécurisé. Après, quand on creuse, si, ça va changer des choses, mais pas forcément de même niveau que pour les autres. Pour les professionnels de la santé, ça va être plus sur la partie sécurisation, sur ce genre de choses. Des données de tout ce qui est condamnation pénale, infraction, et puis le scoring et profilage. Ça, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, mais sinon j'explique. Avec les logiciels de profilage qui, par exemple, sur un site d'e-commerce, dans un tunnel de vente avec des landing pages, avec différents niveaux, va mesurer, traquer l'utilisateur et va lui il va construire son profil au fur et à mesure de ses visites sur le site internet. Enfin, les plus évolués sont omnicanal, donc on n'a pas que le site internet, ça va recouper des données avec un passage en caisse, etc. Et ils vont les mettre dans des catégories en disant, ben voilà, ce client-là, il est un futur client chez qui on peut déclencher parce qu'il aime le jardinage, parce qu'il a 2 chiens, j'en sais rien. Enfin bon, ça c'est quand on rentre dans une telle démarche de profilage, ça c'est considéré comme une donnée sensible. Enfin, de toute façon, ceux qui utilisent cette méthode-là se reconnaissent normalement. Quand on a des données sensibles, directement, on doit faire une étude d'impact qui est une couche supplémentaire dans la RGPD. Je dirai ça tout à la fin. On ne va pas se concentrer là-dessus. Et donc, avant de rentrer dans la démarche, je voulais encore en faire un moment de vocabulaire qui est sur ce que c'est un traitement de données. Donc, voilà, en fait, tout est un traitement. Là-dessus, c'est assez simple. Tout ce qui touche à la donnée, c'est un traitement de données. Toute opération ou ensemble d'opérations portant sur des données, quel que soit le procédé utilisé, collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication, je vous laisse lire. Enfin, tout. On peut verrouillage, effacement, destruction. Donc, à chaque fois, quand vous reliserez, vous allez relire, pardon, la loi, quand il parle de traitement, ben, c'est que dès qu'on y touche, ben, on le traite. Juste le stocker les données, on le traite. On ne peut pas dire que, oui, mais en fait, je l'ai juste envoyé, je n'ai pas ouvert le email. Ben oui, mais l'envoi de email avec des données personnelles, c'est un traitement de données personnelles. Donc, voilà, comment ça se groupe. Donc, la conception, c'est ça donne des nouveaux droits aux consommateurs, c'est ce que j'ai explicité après, des obligations aux entreprises en face, et avec un objectif de plus de transparence et construire plus de confiance entre entreprises et consommateurs. Donc, ces données. La première chose, on va dire probablement la plus contraignante, c'est ce qui fait le plus peur en quelque sorte, parce que ça demande une très bonne organisation. Et historiquement, les entreprises ne sont pas organisées pour répondre à ces droits-là.
c'est-à-dire droit à l'oubli, droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement, à tout moment et sans aucune justification. Donc, vous avez, Pierre est en train de prendre des photos, vous êtes contre, et ben vous pouvez aller dire, mais toi, la photo, tu vas l'effacer parce que je ne veux pas apparaître sur la photo et je ne donne pas mon accord. C'est vraiment, le problème, c'est que jusqu'ici, on était organisé souvent par action qu'on faisait ou par organisation, quand c'est d'entreprise, par branche ou par spécialisation. Mais la RGPD, c'est tout au long du cycle. Donc, si quelqu'un, par exemple, veut avoir droit, utiliser son droit d'accès à ces données, de même façon comme aujourd'hui, vous pouvez demander à Google et à Facebook de vous rendre d'une façon structurée et lisible et exploitable toute l'historique de ce qu'ils ont sur vous depuis que vous êtes inscrit sur Facebook, par exemple. De même façon, vous devez pouvoir répondre à une sollicitation de ce genre aux consommateurs. Donc, je ne sais pas, on prend une agence immobilier, vous faites la location, vous avez des éléments, vous avez récolté des données. Ils ont le droit d'accès, ils ont le droit de savoir qui a accédé, qu'est-ce que vous avez fait avec mes données. Est-ce que c'est le comptable? Est-ce que c'est... Enfin, voilà, tout. Et ça demandera une organisation nouvelle à chacun d'entre nous. On a un mois pour répondre à une sollicitation de consommateur. Et si on dépasse les 1 mois, on a un deuxième mois de prolongation, mais ça, il faut justifier par la complexité d'accès à cette donnée. J'ai marqué attention liste d'opposition. Alors, typiquement, c'est le cas, enfin, tout client ou usager qui va vous demander de l'effacer, supprimer ces données-là. Alors, vous allez le faire, mais vous devez le documenter et vous devez créer une liste d'opposition dans laquelle vous allez quand même garder que, je ne sais pas, Julien Y a demandé que j'efface ces données, notamment cet email-là et son adresse, etc. Donc ça, c'est une obligation pour vous, créer cette liste-là. Ce qui peut paraître paradoxal, on se dit, ben, on me demande de tout effacer et en même temps, ils me disent de le garder, que je l'ai effacé, mais c'est pour garantir et pouvoir avoir la preuve que vous avez réagi et vous avez fait ce qu'il fallait faire. Ça, dans tout ce qui est mailing list pro, il gère ça. Les blacklists, c'est pour ça que j'ai ajouté le mot, je vais pas ajouter, mais blacklist, ça existe comme fonction dans la majorité des logiciels de emailing, typiquement, ça se gère assez facilement. Portabilité des données, ça va être comme ça s'est mis en place avec les opérateurs télécoms. C'est surtout pour des sujets techniques sensibles ou avec beaucoup d'historique. C'est quand vous voulez changer de prestataire. De même façon, quand aujourd'hui vous changez d'expert comptable, vous pouvez lui demander de me donner tout l'historique de tout ce que j'ai fait, parce que pour bien travailler après dessus, mon futur expert comptable en a besoin. Aujourd'hui, ils peuvent demander cette portabilité de même façon sur toutes leurs données personnelles, quel que soit le métier. Class action, enfin action collective. Donc dans les recours, si, admettons, vous causez des dommages, il y a des fuites par exemple, les coordonnées personnelles fuites, eh bien, ils peuvent se retourner contre vous et ensemble pour avoir encore plus grande réparation. Qui est une obligation aussi. Il y a eu le premier cas, c'était, alors j'ai oublié c'était quel opticien, mais à la limite peu importe, qui a eu ces fuites de données et que c'était pas la première fois, et la CNIL, en disant bon RGPD oblige, leur a donné une amende de 250 000 € pour cela. Vous avez 48 heures pour signaler à la CNIL s'il y a un piratage par exemple de votre site avec des données ou de votre système informatique. Et le problème là-dessus, c'est que la loi dit que même si vous n'êtes pas au courant que vous avez été piraté, vous avez l'obligation, donc si vous le signalez plus tard, eh ben tant pis, l'amende s'appliquera quand même. Parce que c'était à vous de s'assurer que ce soit sécurisé. Et le fait de déclarer, ça annule quand on n'a pas de l'amende et vous allez être jugé moins sévèrement, je pense. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir l'ANSSI qui va tomber sur le dos,
Je vais vous demander 5 critères de justification. Traçabilité, premier élément. Confidentialité des données. L'élément d'authentification, d'intégrité des données et puis de disponibilité des données. Que vous puissiez prouver que par rapport à ces 5 critères, vous avez mis en place les éléments procéduraux ou techniques qui y répondent. Si ce n'est pas le cas, vous êtes dans la merde. Voilà, à titre indicatif, vous avez France 5, voilà, qui s'est fait avoir, mais de façon. Oui. Non, franchement. Oui, avec le petit. Oui, voilà, enfin, il y a différents éléments qui sont. Enfin, ça c'est le cas d'école, mais par excellence. Ouais. Donc là, c'est l'ANSSI en fait qui vous tombera dessus, c'est pas la CNIL. Alors, après, je rentre dans. C'est joli. On rentre dans les principes. Donc, il y a 2 grands principes, vraiment, si. Enfin, voilà. À regard, enfin, si on doit faire le résumé, l'une, c'est la minimisation des données. Donc, vraiment, je ne collecte que les données dont j'ai besoin. Et donc, à chaque donnée, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça servira à un objectif, une finalité nécessaire? Et que cela, et aussi vérifier la conservation. Mais ça, je vais redire un peu plus en détail. C'est juste pour garder le grand principe, c'est ça, minimiser, collecter que ce qui est nécessaire. Ça vous éviterait les pépins et ça vous éviterait d'avoir, enfin, en gros, il y a moins de risques, tout simplement, diminuer les risques. Et le deuxième, c'est la conception, protection dès la conception et par défaut. Donc là-dessus, c'est tout ce qui est, parce que j'en viens de décrire pour la partie sécurité, sécuriser le système d'informatique en interne, les contrôles, les tests de sécurité, mettre en place, quand c'est possible, des cryptages, d'anonymisation, des hachages des données, enfin ça. Après, il faut évidemment être pragmatique là-dessus aussi et voir quel est le risque et quelle est la taille de... Enfin, voilà, il faut évaluer. Ce n'est pas systématique, c'est des recommandations. Et justement, ils sont restés un peu larges parce que ça va être un jugement un par un, enfin, en fonction d'eux. Et quand on lit sur la CNIL les recommandations pour les TPE, c'est quand même beaucoup de pragmatisme. Ils vont beaucoup moins loin dans les recommandations, on va dire. Donc, on pourrait dire qu'avec ça, c'est la fin des cookies. Un petit peu. Quand même, enfin, je sais pas, 19h27, je commence à avoir faim. Donc, mais non. Donc, ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, on ne collecte plus les données. C'est pas ça. C'est juste, il ne faut pas faire n'importe quoi comme on a pu faire avant et mettre les formes. Dans l'application, bon, du coup, c'est ce que je n'ai pas dit encore, mais ça, je pense que c'est la partie que tout le monde sait déjà, que ça s'applique à chaque fois quand une organisation traite des données personnelles, quand un résident de l'Union européenne est directement visé, que ce soit sur le sol européen ou en dehors. C'est pour ça que Facebook s'est dépêché à rapatrier des données qui étaient stockées aux États-Unis pour que ce soit stocké en Irlande et comme ça il n'y a pas ce problème-là et ça va être plus facile à séparer ceux qui sont contraints par la RGPD, donc toutes les données des Européens, et ils peuvent faire des bravoures comme ils le font de façon plus oussarde aux États-Unis pour le monde entier, pour le reste du monde on va dire. Et quelle que soit la taille, le secteur de l'organisme, donc secteur que ce soit public ou privé, tout le monde est sous la même enseigne, que ce soit entreprise ou association, ça marche aussi. Donc les collectivités locales, oui, ils doivent respecter la RGPD. Les petites associations, même avec 2-3 personnes dedans aussi, même des personnes physiques qui ne sont pas en entreprise aussi, à partir du moment où, par exemple, sur leur site internet, ils vont mettre en place une collecte de données, par exemple, à des fins publicitaires, parce qu'ils ont un blog personnel, mais sur ce blog personnel, ils mettent en place des publicités pour faire vivre leur blog, même s'ils ne sont pas en entreprise, et ben, la RGPD s'applique à eux. Donc voilà, ça c'était pour poser le cadre, et donc là, ce que je vais dérouler, c'est vraiment la version la plus simple de ce qu'on peut faire, donc la version en 4 étapes recommandée par la CNIL pour des TPE. Après, évidemment, il y a beaucoup plus de choses si on rentre dans les détails. Donc, première chose,
Et après, je vais rentrer dans les détails de chacun de ces, ça marche bien, chacun de ces 4 points. Donc, la mention d'information avec le recueil de consentement, le registre des traitements de données, avec sa mise à jour après en récurrence, donc une fois qu'on a mis en place une mise à jour à faire. Les réponses aux sollicitations, mais ça, c'est quelque part, ça se recoupe directement avec le premier point. Et ce que je n'ai pas mentionné encore, toute la partie clause de protection pour les sous-traitants, et ça, par contre, ça peut concerner des TPE aussi. Donc, ça va tourner autour de ces 3 bis ou 4 points. Donc, si je commence sur ils vont dire ça. Gérer vos commandes, y compris pour prévention de la faute. Donc là, on rassure comme il faut. Mesurer votre satisfaction et à des fins marketing. Alors souvent, les gens, ils s'arrêtent là-dessus, alors que Darty était plus transparent. Donc, il va dire connaissance client, ciblage publicitaire, etc. Vous pouvez exercer vos droits. Et donc là, c'est important, il donne l'adresse. Donc ça, c'est très important, c'est obligation aussi. Il faut, pour ce droit d'accès rectification, donner vraiment un mode d'accès simple pour les utilisateurs. Donc ça peut être email, ça peut être téléphone, ça peut être des coordonnées postales, mais, ou les 3, mais il faut les donner. Et donc, la meilleure façon de faire, c'est de faire la page avec vos conditions générales et toutes les mentions légales. Et là, vous pouvez expliciter les choses dedans. Donc ça, c'est pour une mention de bas de page. Mais donc, j'ai dit que c'est à chaque fois. Donc, revenons à nos cookies. Donc, j'ai encore une question. Est-ce qu'il y a des méchants cookies et des bons cookies à votre... Oui, forcément, si je pose la question. Hein? Oui, parce que, idéalement, donc, en fait, l'exemple que j'avais donné avant, avec, on fait le récital de toutes les mentions que j'avais dit, bah, ça ne donne pas le choix. Hein, c'est vous aimez, vous acceptez, vous n'aimez pas, bah, de toute façon, vous êtes obligé. C'est ce qui se passe actuellement, majoritairement, sur 90% des sites. Ça, c'est pas dans l'esprit de la RGPD. Donc, l'esprit, alors là, j'ai pris le grand méchant loup, là, c'est Criteo. S'il y a quelqu'un qui collecte bien les données, c'est bien Criteo. C'est pas par hasard. Et c'est hyper marrant d'ailleurs quand on regarde parce que, donc là, ils expliquent, mais ce qui est intéressant, c'est la barre d'en dessous. Alors, je collecte des cookies nécessaires, des cookies pour vos préférences, pour faire de l'analytique, pour des finalités marketing. Et on peut cliquer sur afficher les détails. Et là, c'est génial. Regardez. Tac. Bon, il y en a presque une centaine de cookies chez Criteo sur le site. Et ils les listent tous. C'est super. Donc, vous voulez faire un benchmark sur quels sont les cookies intéressants pour traquer. Vous avez un catalogue, un inventaire chez Criteo sympa. Vous avez le bouton OK. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Mais le bouton OK est quand même important parce que ça vous permet du coup d'avoir cette preuve de consentement pour les 13 mois que j'ai évoqués. Donc, durée de vie. Donc, j'ai parlé des 13 mois des cookies. Alors, pour les emailing, par exemple, un contact, enfin pas que juste emailing, mais d'une manière générale, dans une base de données, un contact qui est inactif pendant 3 ans doit être supprimé. Alors ça, c'est le truc qui tue, parce que comment on fait de la prospection derrière. Donc là-dessus, moi, les avis que j'ai vus, parce que tout est sujet d'interprétation après, derrière, parce que vous allez voir, après, il y a des intérêts légitimes, licites, sans consentement dans cette réglementation. Donc, pour la question de prospection, il y a une nouvelle réglementation, le e-privacy, qui est toujours en lobbying, mais hyper intense actuellement à Bruxelles. Donc, il y a les deux camps. Il y a ceux qui disent, ben, de toute façon, on les garde parce que c'est un intérêt légal, je n'ai pas besoin de consentement. Et il y a ceux qui appliquent à la lettre et qui disent, ben, au bout de 3 ans, il faut supprimer. Donc, je vais leur envoyer des emails d'activation avant ce délai-là, parce que qu'est-ce qu'on considère comme contact inactif? C'est quelqu'un qui, pendant 3 ans, n'a jamais cliqué sur un email. C'est pas qu'il n'a pas ouvert, il a pu l'ouvrir, mais ça ne veut pas dire qu'il est actif, c'est qu'il va falloir qu'il ait cliqué.
Ça veut dire aussi que pour pouvoir prouver ça, une fois de plus, il faut se professionnaliser et que vos emailings devront passer par un logiciel qui ne va pas être un simple, je ne sais pas, Yahoo ou autre, enfin, je ne vais pas, peu importe, mais il faut que ce soit des emails pro qui sont capables de avoir des logs, des registres, des statistiques pour pouvoir écarter ceux qui étaient inactifs pendant ce temps-là. Donc voilà. Pour les cookies, ce soir c'est food tech, je ne vous ai pas dit, mais voilà. En fait, la CNIL recommande d'utiliser un logiciel open source qui s'appelle Tarte au citron. Donc, comme ça, j'ai mis l'image, je me suis dit que vous allez vous en rappeler. Après, moi, ce que j'en ai vu, ça ne m'a pas forcément convaincue. Donc, moi, je me dis, autant en faire le truc le plus pro puisqu'il est gratuit, et c'est celui de Criteo, et ça s'appelle Cookiebot. Donc, après, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas de publicité. J'ai pris les deux extrêmes, on va dire. J'ai pris le plus simple et puis le plus poussé. Cookiebot est gratuit pour un domaine. Après, si vous en avez plusieurs, après, c'est payant. Ça va jusqu'ici? Ouais. On continue donc sur les newsletters. J'ai mis encore des petits exemples, juste pour savoir à votre avis. Par contre, c'est presque pas lisible, mais si sur celui de French Web, donc pour collecter des données sur leur formulaire, pour collecter des emails prénoms et noms, avec un bouton s'abonner, ils disent « Nous ne commercialisons pas vos adresses mail à un tiers, nous conservons vos informations personnelles afin de vous adresser les contenus et services que vous avez demandés. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, simplement et rapidement. Si vous rencontrez un problème avec votre abonnement, contactez-nous à support@frenchweb.fr. » Qu'est-ce qui manque? Enfin, est-ce qu'il manque quelque chose? La durée de... On va dire c'est clic sur abonner, hein, le bouton consentement c'est bon, mais est-ce que... La durée de l'abonnement? La durée, oui. Il n'y a pas la durée de conservation. Pendant combien de temps nous allons conserver vos données? Soit vous explicitez ça, soit vous mettez un lien pour en savoir plus et vous renvoyez vers votre page où vous mettez les détails. Et cette page avec les détails sera d'autant plus intéressante pour vous parce que pour les droits d'accès, de rectification, toutes ces choses-là, même si vous faites des événements, là par exemple, vous avez fait des émargements ou pas? Je n'ai pas regardé. Oui, non? Bon, admettons que vous allez à une conférence, vous faites un émargement. Eh ben, c'est une donnée personnelle. Vous donnez votre nom sur un papier physique. Il le collecte, cette donnée-là. Bon, ben, normalement, il ne devrait plus exister des feuilles d'émargement où vous n'avez pas toutes les petites mentions qui expliquent. Non, mais je dis. Après, c'est un casse-tête. Moi, je dis, et puis après, vous appliquez comme vous voulez. Mais par contre, l'intérêt pour tous ceux qui ont un site internet d'avoir une page qui explicite ce qu'ils font en général avec les données, pour quel usage, etc., c'est que du coup, à chaque collecte, ils peuvent renvoyer vers cette page-là. Et puis après, il y avait l'autre à côté, mais il manquait pas mal de détails pour l'autre formulaire. Par contre, ce qui était intéressant dedans, c'est qu'en termes de finalité, il donnait le choix. Donc, je pouvais décider qu'en s'inscrivant sur un newsletter, j'acceptais de recevoir des emails promotionnels et des emails basés sur mes données d'utilisation. Donc ça, normalement, il faut donner ce choix. C'est ça, c'est ce que demande la réglementation. Donc pour ça, parler de ce consentement. Donc, alors les 4 premiers points, c'est ce qui ressort directement des textes. C'est pour chaque donnée collectée, il faut informer l'utilisateur de l'usage de ces données, la durée de stockage, la finalité de traitement, donner la possibilité de s'y opposer avec le email coordonné, blabla. Présenter les informations de façon claire et compréhensible, donc il faut éviter un jargon trop marketing, un jargon trop juridique. Il faut que madame, c'est pas gentil de dire madame Michu, mais enfin bon, il faut que n'importe qui puisse comprendre. Et puis, fournir de la preuve de consentement. Tout ça, je l'ai déjà expliqué. Après, on est plus dans un esprit de double opt-in. Enfin, le opt-in, vous le connaissez? Qui peut nous dire la différence entre opt-in et opt-out? Est-ce qu'une case précochée, c'est opt-in ou opt-out? C'est opt-out, exactement. Et c'est interdit. Donc, en fait, le opt-out, on part de principe que les gens sont d'accord
Et c'est seulement s'ils signalent qu'ils ne sont pas d'accord qu'on va prendre en compte. La RGPD, c'est anti-opt-out. Donc, il faut être opt-in, c'est-à-dire on parle de préalable, que les gens ne sont pas d'accord, et on les sollicite seulement, on collecte seulement s'ils donnent leur accord. Et le double opt-in, c'est... Oui, oui, techniquement c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne se suffise pas avec un clic ou voilà, on va leur renvoyer concrètement, on demande soit qu'ils tapent eux-mêmes, soit on renvoie vers un deuxième page de confirmation et validation. À la fois, c'est plus sécurisant. Et là, on peut, contre mauvaise foi d'une personne qui 3 ans après ou 2 ans après nous dit « j'ai jamais donné mon consentement », là, vous êtes vraiment bien protégé. Donc, à retenir, on n'est pas opt-out, donc il ne saurait y avoir de consentement en cas de silence, pas de cas précoché par défaut, et si c'est inactif, eh ben, ce n'est pas opt-in. Donc ça, c'était le premier point assez laborieux dans ce plan d'action à 4 étapes sur la partie mention d'information et consentement. Deuxième, aussi laborieux, ça va être le registre. Bon, bah effectivement, j'avoue que ça va prendre un peu de temps à mettre en place. 2 ans. Normalement, vous avez une tolérance de 2 ans encore. Même si la loi est entrée en vigueur et que s'il y a complainte contre vous, ils peuvent déjà venir regarder qu'est-ce que vous avez fait, mais il y a un seuil de 2 ans de tolérance où il faut démontrer que vous avez entamé la procédure, vous avez commencé, notamment vous avez commencé votre registre, vous faites un plan d'action de comment je vais faire mon registre. En tout cas, il faut entamer la procédure et pouvoir le démontrer, donc il faut le documenter à l'écrit. Donc c'est quoi un registre de données? J'ai téléchargé un exemple, mais je ne sais pas si j'ai le temps. Je vais vous mettre le lien, enfin, sur le slide d'après, le lien sur la page de la CNIL. Moi, ce que je vous recommande, la CNIL, ce qu'il vous donne comme registre, c'est un document Word, grosso modo, avec des hyperlinks dedans, qui vous permettent sur une page, d'abord, il guide votre réflexion sur quelles sont les différentes activités ou actions dans ma société qui sont concernées par la gestion des données personnelles, gestion de paye, je sais pas, organisation des séminaires pour les salariés, collecte de données sur mon site internet par des cookies, enfin, vous énumérez. Et pour chacune des choses que vous avez énumérées, après, vous avez 3 autres pages à remplir où il va vous poser une vingtaine de questions sur « oui, vous le stackez où? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Qui a accès à ces données ?» Tout ce que la loi finalement dit et tout ce que j'explique ce soir est vraiment guidé dans ce registre-là. Après, le format Word, personnellement, je ne le trouve pas hyper pratique. Tout dépendra de chacun de vous. Ce qui est pratique dedans, c'est qu'il est quand même conçu d'une façon assez logique et claire pour que tout le monde puisse le comprendre. Libre à vous, à le transposer à vos outils. Et il y a Stéphane Andrés, pour ceux qui connaissent, qui par exemple, utilise Trello, et ça marche super bien. Moi, je trouve ça super comme idée, de faire son registre de traitement par Trello. Oui. Juste, la CNIL a mis depuis 1 mois et demi un logiciel qui s'appelle PIA, oui. Qui permet de le faire. C'est aussi laborieux oui. Chez Doc, mais au moins ça le génère automatiquement après. Ouais. Ouais. PIA, oui. On peut le télécharger gratuitement. Ça a été fait avec l'ANSSI, notamment. C'était pour les études d'impact au départ, et puis voilà. Ça sert aussi de registre, effectivement. Ouais. Donc, ça aussi une option, c'est vrai. De toute façon, le site de la CNIL, tout est dessus. Hein. Vous avez tout. C'est juste qu'il faut y passer du temps pour le faire. Et concrètement, donc voilà, ça va. En fait, pour moi, le registre, c'est le moment de l'inventaire. C'est le moment de cartographie de vos données. Et moi, je vous recommande d'aller d'un pas plus loin. Et donc, au moment où vous faites cette cartographie et vous posez les questions sur quel objectif et pour quelle finalité, de vous dire, est-ce que je peux pas... En fait, ça vous permet de vous rendre compte de tout ce que vous avez sous la main, pour ceux qui n'y ont pas penché encore. Et potentiellement, vous pouvez créer des nouvelles services à partir de ces données-là. En fait, l'idée, ce n'est pas de tout jeter à la poubelle,
c'est juste réfléchir et l'utiliser avec parcimonie et transparence et dans les règles de l'art. Et donc après, évidemment, il faut le mettre à jour, cette registre. Donc une fois que vous avez listé toutes les actions concernées, vous avez contourné vraiment, examiné sous tous les angles, après, à chaque fois, il faut y revenir quand vous faites une nouvelle action. Après, il y a pour les TPE des petites dérogations. Alors, Jean, je ne sais pas si tu as vu ces dérogations-là. Je ne les ai pas mis exprès parce que je trouvais que ça prêtait à confusion les dérogations. Et comme je ne suis pas juriste ni avocate, je ne préfère pas. Je vous dis, il y a de petites dérogations par rapport à la répétition de certaines actions, mais pour moi, le texte n'était pas clair. Vas-y. Oui, non, après, par rapport aux dérogations, en fait, l'élément qu'il faut voir, c'est que concernant les durées de conservation, on est soumis en France à ce qu'on appelle le DUA, la durée d'utilité administrative. C'est-à-dire que pour chaque donnée, en fait, dans la majorité des cas, elle dépend d'un ministère en particulier. Alors évidemment, s'il y avait un DUA, si on est sur un ministère particulier, je pense à autre chose, moi. Génial, mais par rapport à ça, en fait, les dérogations vont porter sur les textes de loi qu'on appelle connexes. C'est-à-dire que dans certains cas, il y a des données qui dépendent déjà, en fait, de codes qui existent. Et puis là, malheureusement, il faut aller au niveau de chacun des ministères. Alors après la CNIL, il vous permet de les appeler. Si vous êtes une structure publique, c'est gratuit. Si c'est privé, c'est payant. Mais ça rentre en fait dans la partie contractuelle ou obligation légale de conservation de données, tout ce qui touche à la durée. Moi, je pense à autre chose en fait. C'est par rapport au remplissage de registres de traitement et des fiches de traitement pour des TPE. Il y a une phrase, mais après, je pourrais mettre dans le lien sur le site web et que chacun jugera avec son interprétation. Il disait juste qu'un TPE n'est pas obligé, à chaque fois qu'il va collecter la donnée, de l'enregistrer parce que c'est l'usine à gaz et qu'ils ne sont pas automatisés comme les grands. Mais quand on regarde la formulation, finalement, on ne comprend pas. Enfin, moi, je ne comprends pas et donc, du coup, je comprends le lien. En fait, c'est lié à un élément qui est sujet à interprétation, c'est qu'en théorie, la RGPD s'applique principalement aux sociétés qui ont plus de 50 salariés. Ça, c'est l'un des éléments qui apparaît. Mais cependant, dans les traitements, sont indiqués aussi que les prestataires des sociétés sont considérés comme appartenant aux sociétés. Oui, ça, c'est la partie sous-traitance. Mais j'ai fait 3 ou 4 conférences avec des avocats et là-dessus, ils disent tous que non, c'est à partir de sociétés, vous êtes indépendant, c'est appliqué, vous pouvez, donc non. Enfin, je ne porterai pas ce message parce que je ne prends pas cette risque-là. En tout cas, tous les DPO et avocats avec qui j'en ai parlé me disaient que c'est immédiat. En tout cas, documentez-vous parce que c'est à celui qui traite des données de respecter. Donc ça ressemble à ça en fait, le registre fourni à la base pour TPE par la CNIL. Il y a le lien. La sollicitation, j'en parle pas d'outre mesure parce que c'est ce que j'ai déjà expliqué, que vous devez être capable sous un mois à répondre. Et donc ça va nécessiter que vous vous penchiez pour pouvoir répondre à ces sollicitations sur votre messagerie, sur CRM si vous en avez, si votre emailing dispose ou pas de liste d'opposition, tous ces éléments-là. Et que de ne pas oublier pour celles et ceux qui ont des salariés, qu'eux aussi ont des droits, ou si vous êtes salarié, vous avez des droits, et qu'il faut éviter évidemment de les exposer autrement. Donc tout ce qui touche par exemple, comment vous gérez vos bulletins de paie? Est-ce que, où sont gérés les vôtres? Peu importe, mais est-ce que ça transite par des personnes? Est-ce que ça va passer 2 jours sur le bureau de quelqu'un? Est-ce que c'est normal que ça transite par ce bureau? Enfin, toutes ces questions-là, ça va vous faire réfléchir sur ces éléments aussi. Vous avez une obligation aussi de former et sensibiliser les salariés sur leurs droits. Vous ne pouvez pas juste dire que tout le monde sait la RGPD parce que c'est dehors et c'est les droits de consommateurs. C'est quand même pas moi qui va leur dire qu'ils ont le droit de solliciter ça auprès de moi. Enfin, vous avez une obligation de leur expliquer tout ce que je dis là. Après, il y a le cas des obligations contractuelles. Et donc,
là-dessus, la RGPD part du principe qu'il y a certaines données qui sont nécessaires à l'exécution d'un contrat, évidemment, et que là, le consentement est induit par la signature de ce contrat. Ce qui est important comme limitation sur cette partie-là, c'est qu'il faut pas, ils ont pensé à ça, ils ont dit, il ne faut pas en abuser en mettant tout et n'importe quoi. J'achète une voiture, je signe le papier. Si derrière, ils vont me dire que pour ça, il est obligé que je sois consentant pour la publicité, pour les voitures et les motos, pour mes goûts personnels, en fait, non. Ça, c'est pas vrai. Donc ça va être... ils peuvent utiliser ce moment-là, ce sera fut et c'est ce que je ferai à leur part. Au moment de la signature, c'est un bon moment d'essayer de collecter des données et des consentements, mais c'est pas sous ce prétexte-là. Pas parce que c'est dans le contrat, je le mets dans les petites lettres, en petit paragraphe à la fin. Donc, on rentre dans cette catégorie de finalité de traitement licite sans consentement. Donc, il y en a plusieurs cas de figure. Alors, ils sont regroupés de diverses façons. Moi, j'ai regroupé comme ça me paraissait assez clair. Donc, il y a l'intérêt légitime. Là-dedans, il y a ce que Jean-Louis a dit sur l'obligation légale, sur les durées de conservation notamment. Il y a la relation contextuelle que je viens d'expliquer. Et après, il y a ces deux qui traitent, surtout le troisième qui traite à beaucoup de discussions, et c'est directement lié au e-privacy que j'ai dit sur la prospection, c'est lorsqu'il existe une relation pertinente et appropriée. Donc là-dessus, on dit, si vous voulez économiquement exister, vous êtes obligé de prospecter. Comment prospectez-vous sans base de prospects? Comment récupérer leur consentement? Donc là-dessus, il y a des débats. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais après, si vous voulez, on discute. Il y a quand même des avis, quelques petites précisions sur est-ce que c'est B2C, est-ce que c'est B2B, est-ce que c'est dans le blocktail ou pas. Enfin, il y a des éléments. Il y a aussi, parce que vous êtes du monde du numérique, la partie collecte rapide et irréversiblement anonymisée. Donc, c'est tout ce qui est dans le temps réel. Collecte de données temps réel avec hachage ou suppression immédiate pour des fins statistiques. Là, il n'y a pas besoin de consentement. Après, on a la partie, tout ce qui touche à la sauvegarde des intérêts vitaux. Donc, voilà. À ce moment-là, on n'a pas besoin de son consentement pour avoir ces données personnelles. Et puis, tout ce qui est nécessaire pour une mission d'intérêt public, secret défense, statistiques, recherche scientifique. Donc, l'État a pas mal de petites dérogations comme ça. Et donc, le quatrième point, on arrive à la fin là, c'est le cas des sous-traitants. Donc, il faut savoir que si vous faites recours à un prestataire ou un sous-traitant, d'une part, il a obligation légale de conseil et aide au respect de RGPD. C'est la raison même pour laquelle moi j'ai creusé le sujet. Je suis consultante en marketing, donc pour tous mes clients, il faut que je puisse les conseiller sur ces sujets-là. Si vous travaillez avec des prestataires et qui ne vous ont pas aidé, ou au contraire, ils ne respectent pas, vous avez des droits ou même intérêt à poser des questions sur comment ils veulent aborder le sujet. J'ai eu pas mal de cas où on m'a dit oui, mais moi, mon prestataire, il est seul dans son domaine, il a une situation de monopole, il n'est pas du tout prêt à la RGPD. Puisque, en fait, il y a une notion de partage de responsabilité. Donc, quand vous travaillez avec un sous-traitant, vous êtes tous les deux responsables. Donc, pour des petites entreprises, on dit que entrée de jeu, c'est le chef d'entreprise qui est responsable de traitement. Donc, en cas de condamnation légale, etc., ça tombe sur le chef d'entreprise. Dans les cas des plus grandes entreprises, c'est un cas un petit peu différent. Mais quand par exemple, vous travaillez avec Facebook, alors qui connaît les règles entre Facebook et vous, comment vous partagez de responsabilités sur les données personnelles? En fait, Facebook, évidemment, on considère que vous avez tous donné votre consentement quand vous êtes inscrit et que vous êtes dans l'application. Eh bien oui et non, parce que quand vous faites de la publicité sur Facebook, si vous restez sur la base anonymisée de Facebook, donc vous n'allez pas plus loin qu'un boost normal ou c'est peut-être trop technique. Enfin, en gros, Facebook vous permet d'y télécharger votre base de données. Admettons, vous avez une liste de clients
et que vous voulez retrouver vos clients, suivre leur chemin sur Facebook. D'habitude, vous leur parlez par d'autres moyens, par un emailing. Et là, vous avez envie qu'au moment où ils sont sur Facebook, ils puissent voir un message de vous sous forme de publicité. Et pour ce faire-là, vous allez télécharger à Facebook votre liste de base de données. Et Facebook va aller recouper des données. Et ils ne vont pas savoir qu'ils étaient reciblés. Ils ne vont pas le savoir. Ils vont juste voir une publicité. Ils vont penser que tout le monde voit une publicité. Mais en fait, c'est à cause de ça. Donc, dans ces cas de figure-là, ce qu'on appelle des audiences personnalisées, dans ces cas de figure-là, vous êtes co-responsable. Et donc, en cas de problème ou complainte, ou de fuite de données, ou tout dommage qui peut arriver à cause de cela à ces données-là, Facebook dégage la responsabilité, par exemple. Donc, et après, si vous travaillez avec un prestataire quelconque, même industriel, peu importe, mais ou bancaire, ou à qui vous confiez les données, en fait, vous avez, ou les données de vos clients, vous avez intérêt de vérifier qu'ils respectent la RGPD, qu'ils sécurisent, ils anonymisent quand ils peuvent, qu'ils ne donnent pas d'accès. Enfin bon, c'est une discussion, et quand c'est un logiciel, c'est quelques règles de base qu'ils doivent mettre en place. Et si, par exemple, vous allez sur le site internet de votre... Parce que ça, c'est la partie visible de l'iceberg, c'est le site internet et les cookies et les mentions. Si déjà, ce premier pas-là, qui est le plus simple à mettre en place, il n'a pas fait, ben, vous pouvez vous poser des questions, un minimum de leur poser des questions à eux pour dire, ben, vous en êtes où, parce que si de votre côté, il y a des pépins, même si c'est chez vous que ça arrive, comme ce sont les données de mes clients, ben, je vais me faire taper sur les doigts moi aussi. Donc ça, c'est le quatrième point pour un TPE à vérifier avec qui il travaille. Est-ce qu'il a envie toujours de continuer de travailler avec ses sous-traitants, ses prestataires, et comment ils peuvent évoluer ensemble dans la sécurisation des données personnelles. Donc voilà, ça c'était toute la partie dure. Et après, il fallait quand même que je remette les points positifs sur les RGPD, parce que sérieusement, j'y crois. Hein. C'est pas du blabla. Moi, je pense vraiment qu'on peut... parce que je suis consommateur et même si je travaille dans le marketing, moi je déteste en fait le marketing intrusif et qui est mal fait. Et je suis vraiment beaucoup, enfin on part toujours de soi, je trouve ça toujours plus agréable comme client quand je sais à qui j'ai affaire et que cette personne-là, il est transparent. Donc je pense que je ne suis pas la seule à être comme ça en tant que du côté consommateur, et à cause de cela, je suis persuadée que ceux qui seront les premiers à vraiment mettre en exécution vont avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres, et que vous pouvez en forger des atouts et même créer des nouveaux services derrière, liés à cela. Après, on peut en discuter de comment, mais voilà. Et puis, not to mention la partie sécuritaire, quand on sait que en France, alors je n'ai pas les vrais chiffres, les exacts, mais c'était grosso modo, un récent statistique, c'est une entreprise française sur deux s'est fait déjà pirater ou a perdu des données. Si la RGPD va nous aider à baisser ce chiffre de 1 sur 2 à 1 sur 5 ou 1 sur 10, je ne sais pas, mais ce serait bien. Et ne serait-ce en sensibilisant les salariés, encore un énorme boulot. Là-dessus aussi, la CNIL a sorti tout un kit de sensibilisation des salariés. Il y a 77% des internautes qui disent favorables à avoir des publicités à partir du moment où ils ne sont pas intrusifs et ils sont personnalisés et bien faits. Donc, après, on peut travailler avec ces éléments-là. Et pour finir, par quel bout commencer? Si vous êtes plusieurs dans la société, moi je dirais commencer par désigner un pilote, faire l'inventaire avec le registre dans la première partie. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite faire les fiches, mais au moins faire l'inventaire. De là, faire la priorisation, gérer ce qui est risqué, le plus visible, c'est la partie mention, donc je commencerai par cette partie-là. Et après, faire cette plan d'action jusqu'à comment je vais faire pour que d'ici 2 ans, moins un mois, je sois prête complètement. Et ne pas oublier de tout documenter. Des enjeux, bon, on les connaît. Pour les cookies, c'est 275 000 € pour info.
l'amende. Si pour les cookies des mentions bas de page et tout ça, ça peut aller jusqu'à, on va dire. Mais c'est pas 20 millions, c'est mieux. Hein. Donc 2 ans de tolérance, toutes les ressources sur la CNIL, et puis ben, il y aura le e-privacy qui va arriver. Donc ça va, le e-privacy se penche vraiment plus sur les aspects digitaux parce que là-dessus, même si ça paraît déjà assez détaillé, en fait, ça ne l'est pas. Il y a quand même énormément de questions qui se posent, qui sont un peu floues, notamment sur la partie prospection. Et puis, l'e-privacy va se pencher aussi sur tout ce qui est les chatbots, les messageries internes, messageries type WhatsApp, etc. En principe, il voudrait un peu plus coincer les GAFA. En pratique, on a vu que ceux qui souffrent le plus ou qui ont le plus du mal à mettre en application, c'est quand même des petits qui ne sont pas structurés et outillés pour le faire. Voilà, je vous remercie.